un pays de rêve. Le cerf court à perdre haleine, les sbires du Seigneur lancés à ses trousses. Ses jambes ont de plus en plus de mal à le porter. Sa poitrine le brûle. Le paysage danse devant ses yeux, embué de larmes et de sueur. Il ne sait pas combien de temps il pourra résister. S'il le rattrape, il sera mis en pièces par les dogues ou, au mieux, pendu, parce qu'il a braconné dans la forêt seigneuriale. Exécuté pour 2 lièvres, une perte insignifiante pour son maître, un trésor pour sa femme et ses 2 enfants qu'il a laissés là-bas dans la cahute. L'homme traverse vivement un gué, franchit un buisson d'épineux où il s'écorche les mains, s'enfonce dans un bois. La branche basse d'un sapin lui gifle le visage. Une autre accroche ses haillons. Il se débat, se libère, s'élance sur un sentier rocailleux, droit devant lui, sans savoir où celui-ci le mène. Soudain, il se retrouve devant un précipice couronné de brume. Le sifflement d'une bille d'acier propulsée par une fronde, une explosion de douleur entre ses omoplates. Il bascule dans le vide et les ténèbres. Quand Jacques revient à lui, le soleil s'est fait plus chaud. Il se remet sur ses pieds, tâte ses membres, rien de cassé. Pourtant, il se rappelle la fuite, la douleur, la chute. Ce qu'il voit ne ressemble en rien à la terre rocailleuse qu'il cultive d'habitude. D'une grosse paluche calleuse, usée par le travail des champs, il ébouriffe sa tignasse, hirsute, se frotte les yeux, se pince. Les grasses prairies, les verdoyants vallons, entre lesquels serpente un fleuve qui a le rougeoiement du rubis, sont bien réels. Le gosier sec, Jacques se précipite dans l'eau, malgré son étrange couleur. Il en boit une lampée, puis 2. Mais c'est du vin. Dieu merci, il se signe et replonge de plus belle. C'est un excellent cru, n'est-ce pas? Jacques lève vivement la tête, ruisselante de vin. Un homme l'examine en souriant, depuis un pont. Sa face, sans âge, ressemble à une terre du sud, ravinée par les intempéries, brûlée par le soleil. Un visage de paysan. Ce que dément pourtant, sa riche vêture et son énorme panse. Étienne, bonne chère, pour vous servir, dit l'homme sur un ton enjoué. Je vous salue, messire. Jacques, je m'appelle Jacques. Où sommes-nous? Au paradis? Suis-je mort? Vous ne ressemblez pourtant pas aux anges que nous a décrits notre curé. La question amuse vivement bonne chère. Au paradis? Au paradis? Que nenni! On s'ennuie ferme au paradis, sans compter, mon ami, que le régime alimentaire y est spartiate. Eau et fruits, point de vin, ni de pâtisserie. Goûtez donc celle-ci. Jacques écarquille les yeux. L'homme vient d'engloutir un morceau du parapet sur lequel il était appuyé.
Jacques s'approche, hume, goûte à son tour, puis attaque l'ouvrage à belles dents. Ça alors, il est temps. Gaufre. Bienvenue en Cocagne, que nul autre pays n'égale. D'un ample geste, Bonne Chère désigne les alentours. Il y a en cette contrée abondance de bonnes choses, sans nul besoin de semer pour récolter. Jamais d'hiver et de gelée, point de grêle et de famine, et nul seigneur pour piller votre grenier ou dévaster votre champ. Venez, je serai votre hôte. D'ici à mon logis, vous aurez bien des occasions de vous émerveiller et de vous régaler. Ils se mettent en route, passent le pont en gaufre. Sur l'autre rive, un homme patiente, une poêle à la main, penché sur le cours de vin. Que fait-il? S'enquiert Jacques. N'avez-vous pas des yeux pour voir? Il pêche. L'homme tend la poêle vers l'onde, et, merveille d'entre les merveilles, les poissons se chamaillent, chacun veut arriver le premier dans l'ustensile de cuisine. Finalement, 2 truites, plus promptes l'une que l'autre, atterrissent dedans. L'une est rôtie, l'autre pochée. Toutes 2 sont déjà salées et poivrées, prêtes à être dégustées. Étienne et Jacques se détournent du pêcheur, suivent les méandres du fleuve, grimpent des crêtes et franchissent des vallées. Bonne Chère disait vrai. Chaque nouvel lieu est l'occasion de découvertes inouïes qui dépassent les rêves les plus fous. Ils traversent des plantations d'arbres à pain et des champs de biscuits, pénètrent sous des bouquets de persil si hauts qu'ils tutoient le ciel, cueillent des brioches, se désaltèrent à des fontaines de lait et de miel. Au détour d'un coteau surchargé de vignes à faire pâlir d'envie Noé, Jacques désigne le ciel d'azur, tout excité par ce qu'il voit. Là-haut, des cailles! Une centaine, au bas mot, volent en formation serrée au-dessus de leur tête, traînant derrière elles une bonne odeur d'épices et de cannelle. Dodues, plumées, lardées, embrochées et bien dorées, elles margaudent une étrange rengaine. À point l'écaille, à point, annoncent en chœur les unes. Mangez-nous, mangez-nous, répliquent les autres en canon. J'en voudrais bien une, soupire Jacques. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche et pointer ton doigt vers celle-ci, lui conseille Étienne. À peine l'a-t-il ouverte en grand qu'une caille bien juteuse lui tombe dedans. Il la déguste avant de reprendre la route. Au sortir d'une montagne de fromage qu'ils creusent à la cuillère, les 2 gourmands arrivent en vue d'une cité incomparable. Ses remparts sont de gigantesques tranches de rôti, ses créneaux des pâtés de viande, ses tours des poires évidées. Les portes, 2 miches de pain, sont entr'ouvertes. Devant la herse, faite de chapelets de saucisses, 2 sentinelles somnolent, bien heureuses, une main serrant l'anse d'un cruchon de vin épicé, une autre refermée sur la hampe d'une asperge démesurée. Étienne et Jacques remontent la rue principale, passant devant des maisons aux façades de gâteaux, aux fenêtres de nougat, à la toiture
de crêpes. Ils croisent une bande d'oies plumées, cuites et déjà entamées. La première a perdu l'aile, la seconde une cuisse, la troisième tout le flanc gauche. Ils arrivent devant une maison en sucrerie, assez vaste pour abriter un prince, sa cour et son armée. Voici mon modeste toit. Entrons. Jacques bâille comme une carpe. Il a tant mangé, tant marché, qu'il voudrait se reposer. Excuse-moi, l'ami, mais je suis fatigué. J'aimerais m'étendre un moment. Bien sûr, je comprends. Suis-moi. Son hôte le conduit dans une chambre à la voûte plus haute qu'une cathédrale. Sculptée dans l'os d'une baleine, recouverte de soie et d'hermine, la literie y est digne d'un roi. Pour la première fois de sa vie, Jacques se glisse sous une courte pointe moelleuse, fraîche et parfumée. Il a l'impression de s'endormir dans un nuage. Jacques, c'est l'heure. Le coq a chanté. Il croit entendre la voix de sa mégère, Margot. Mais c'est impossible. Qu'on me prépare cet oiseau de malheur pour le déjeuner, dit-il d'une voix rendue pâteuse par le sommeil. Ben voyons, v'là qui continue à rêver. Dépêche-toi de te lever, espèce de paresseux. Arrête de faire la dorvelle. Je m'en vais te frotter le museau, moi. Une bourrade dans le dos le réveille tout à fait. Jacques se retourne pour se retrouver face à sa femme, qui le regarde de clicorgne. Pardieu, si je m'attendais à te voir, t'as réussi à me rejoindre avec les marmots? Margot, qui ne comprend décidément rien aux élucubrations de son époux, râle de plus belle. Allez, fainéant, debout. Tu crois peut-être que la nourriture va te tomber toute rôtie dans la bouche? Jacques se lève péniblement de sa couche de foin, où sont allongés sa femme et ses deux petits, qui, affamés, braillent plus haut que des chats huants. Il se gratte sous une aisselle, écrase une puce entre le pouce et l'index, puis regarde autour de lui, désemparé. Le décor familier de sa maisonnée, le toit de paille, le sol de terre battue qui ne fleure pas l'encens, les murs de torchis, la huche de bois, tout a remplacé les merveilles de Cocagne. Ainsi, tout ce qu'il a vécu et mangé n'a été qu'un songe.